Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 47e clé qui s'intitule l'argent. Alors, bien entendu, comme à l'habitude, on va essayer en 4 temps. La première étape sera de définir un petit peu le concept, ce qu'on entend par là. Ensuite, son champ d'application, sa raison d'être. De là, une troisième étape, à savoir quelques techniques. Et enfin, on terminera par des conseils. Alors, qu'est-ce que l'argent qui notamment a tendance à demeurer la dynamique de notre système, de notre monde. Il fait tourner le monde, il fait tourner la tête aussi parfois. Qu'est-ce que l'argent? Alors, on ne parle pas bien entendu du métal, on parle évidemment de la dimension d'échange. Alors, la définition assez basique de l'argent, c'est un moyen qui permet des transactions, des échanges de biens et ou de services, d'accord? Offre, demande, voilà. Jusqu'à présent, je pense que rien de nouveau pour vous. Bien entendu, c'est assez évident, c'est assez simple. Alors, ensuite, il y a quand même deux perceptions relativement dualistes qui s'opposent, deux écoles de perception. Et puis peut-être, on verra qu'il y a une voie du milieu, c'est-à-dire un entre-deux. Alors, il y a des gens, on peut considérer sur la planète, et ce n'est pas une minorité, hein, il y en a pas mal, qui vouent véritablement un culte pour l'argent. Il y a une sorte d'égrégore hein, qui est quasiment devenu, si je puis dire, le dieu argent. Ils le déifient, le sacralisent, etc. Et c'est quelque chose pour eux, c'est limite, ils perdent la tête à cause de l'argent, véritablement. Voilà, donc ça c'est une des premières visions. Et limite, ils sont prêts à tout, justement à vendre père et mère, à spolier, à voler, à arnaquer, etc., pour vendre leur âme au diable en quelque sorte, et pour obtenir justement plus d'argent, qui est lié aussi à une sorte de boulimie. Voilà, ça c'est la première entre guillemets école. L'autre, c'est parti sur un tabou, donc c'est véritablement les Anglais extrêmes, bien entendu, hein, volontairement, pour lequel l'argent, c'est mal. L'argent, c'est nécessairement quelqu'un de trop envieux, c'est quelqu'un qui, s'il est dans la réussite, s'il a de l'argent, c'est forcément quelqu'un de pas bien. C'est quelqu'un de malhonnête qui, à un moment ou un autre, jouait des coudes et forcément fait en sorte que, enfin, pas forcément il a volé, mais il est un peu roublard dans l'idée. C'est un petit peu comme de dire que tous les politiques sont des vendus, sont des pourris, et quelque part, s'il arrive à un certain stade de la hiérarchie, de la pyramide, c'est qu'il a joué des coudes et que c'est en quelque sorte un requin. Bon, alors ça, quelque part, c'est quand même très limitatif. D'accord. Peut-être qu'il y a un entre-deux, et notamment l'idée que j'épouse, hein, pour lequel c'est quand même, enfin c'est ma philosophie. Je suis en paix avec l'argent dans le sens où ce n'est pas pour moi une finalité, c'est un moyen. C'est-à-dire que je ne le considère pas comme un maître, mais comme un bon servant, un serviteur en quelque sorte. Donc, dans l'absolu, en effet, dans ce cas de figure, n'ayant pas une dévotion pour l'argent, c'est quelque chose sur lequel je suis à la fois détaché. Je ne dis pas que je n'aime pas, j'aime bien, mais ce n'est pas une finalité. Ça permet de faire de belles choses à mon humble avis, si tant est qu'on sait bien l'utiliser, etc. Et qu'on n'est pas, encore une fois, je me répète, dans la dimension exclusivement quantitative. D'accord? On se réfère à la clé numéro 44 sur qualitatif versus quantitatif. Qualitatif versus quantitatif. Voilà. Alors, le champ d'application, il est relativement simple, hein, c'est-à-dire la première chose, c'est nécessairement la notion d'abondance, parce que c'est vrai que quand on a une aisance financière, et ça ne veut pas dire que vous êtes millionnaire, milliardaire, etc., mais dès lors que vous avez une certaine assurance financière, ça vous relaxe, ça vous détend, vous êtes un peu plus
tranquille. Ça correspond, si vous voulez, à la pyramide de Maslow et les 5 besoins primaires. Le premier étant besoin physiologique. Dès lors que vous savez que vous allez manger et que vous avez un toit, etc., bon, vous êtes un peu détendu. C'est vrai que celui qui n'a pas atteint déjà ça, c'est quand même compliqué de savoir comment il va finir les fins de mois, enfin finir le mois et joindre les deux bouts. C'est sûr que c'est une pression évidente. D'accord. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de rentrer dans un schéma d'abondance, dans ce sens où, en effet, on n'est pas en conflit avec l'argent, on n'est pas dans deux extrêmes, c'est-à-dire on n'est pas dans la déification de l'argent, mais on n'est pas non plus dans son rejet, dans le sens « ah, c'est mal et forcément, c'est tous des pourris ». Parce que sinon, en fait, quelque part dans cette notion-là, vous envoyez un message à l'univers, à votre inconscient, c'est mal, donc du coup, en fait, la loi de l'attraction, c'est sûr que vous serez toujours en galère. Ça, c'est une évidence. Donc, l'abondance, il y a la notion nécessairement d'abondance pour se réaliser, en fait, dans des actions, par exemple, existentielles. Je veux dire, vous avez demain, vous gagnez au loto, bon, vous pouvez faire des belles choses, hein. Vous pouvez construire des hôpitaux, des orphelinats pour des enfants, des centres de traitement, etc., etc. Enfin, c'est pas mal en soi, vous voyez. Dans ce cas de figure, si vous l'utilisez à bon escient, c'est plutôt positif, d'accord. Donc, ensuite, être en paix et ne pas être dans une source, que ce ne soit pas une source d'aigreur à ne pas en avoir et non plus à reprocher aux autres. Parce qu'en fait, souvent, on peut regarder que certaines personnes sont dans l'aigreur de ne pas en avoir et en fait, ils reprochent à des gens, par exemple, d'en avoir. Et en fait, c'est un petit peu comme la fidélité, c'est-à-dire il s'impose entre guillemets une fidélité qui est un peu une frustration parce que peut-être ils ne sont pas, on va dire, épanouis et autres. Et en gros, ils reprochent aux autres certaines actions, d'accord. Bon, en effet, si vous êtes frustré parce que d'autres ont de l'argent et que, en gros, vous créez une aigreur, bon, est-ce que c'est positif? Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on touche l'unité dans ce cas de figure. Donc forcément, c'est quelque chose, il va falloir, entre guillemets, travailler s'il s'avère que c'est une notion de manque, une envie, une jalousie, etc., etc. Alors, le but ultime, bien entendu, c'est l'harmonie, c'est-à-dire on en revient toujours à cette histoire de le bonheur, ce n'est pas d'obtenir tout ce que l'on veut, mais d'être satisfait avec ce que l'on a. C'est-à-dire, c'est la définition de l'abondance. L'abondance, ça ne veut pas dire que c'est à outrance et que c'est comme un buffet, hein. Le buffet, c'est à volonté. Vous mangez théoriquement selon vos besoins et bon, si une fois vous abusez un peu parce que vous avez envie de vous faire plaisir, ok, mais si vous mangez tous les jours au buffet et que vous explosez la panse, vous allez avoir des problèmes. C'est-à-dire que vous avez des problèmes d'obésité, c'est pas bon, c'est pas agréable en plus quand on est trop plein, etc. Bon, c'est le même principe. Et quelque part, encore une fois, c'est lié à cette notion métaphorique de l'alchimie qui dit si tu cherches à faire de l'or, tu n'y arriveras jamais, et si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Et donc, et d'ailleurs, ce n'est pas la quête de l'or vil, le matériel, la 6e étape de l'alchimie, c'est la 7e subtile qui est l'or, A-U-R, en son hébraïque ou our, qui a des langues sémitiques, hein, en hébreu et également en arabe, al-nur, qui signifie la lumière. C'est l'un des 99 noms de Dieu, d'ailleurs, en islam. Et donc, c'est ça la quête. La quête, c'est ça, c'est de transmuter les énergies de basse fréquence en énergie divine. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, évidemment, quelqu'un qui d'aventure aurait cette baguette magique, si je puis dire, bon, qu'est-ce qu'il va faire avec de l'argent? Qu'est-ce qu'il va s'acheter plusieurs bagnoles? Il est au-delà, quelque part. Il est riche d'un savoir, d'une connaissance et d'une connexion qui est bien plus supérieure à cette matérialité, en fin de compte. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement perché et déconnecté, il aime encore les plaisirs épicuriens, mais il n'en abuse pas, tout simplement. Dieu est mort qu'il n'abuse pas du fait. Quel est l'intérêt de s'exploser la panse? Ça peut être un petit coup de gala où on a envie de se faire plaisir, mais si d'aventure c'est régulier, ça n'a aucun intérêt. Alors, en effet, beaucoup de gens détestent l'argent, mais ils rêvent de gagner au loto, par exemple. Et le loto, ce serait synonyme de
Vous saviez, à l'époque, il y avait une pub, c'était le canard, il arrivait déguisé en canard et il disait au revoir, président. Et en fait, c'était le rêve de beaucoup, en quelque sorte, de sortir du système grâce au fait de gagner. Ok, bah, ok, très bien. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on est prêt à ça, à ne plus avoir d'activité, ou bien on va faire des activités associatives, etc. etc. C'est toujours le même principe, hein. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour la retraite. Bon, ça se ferait pas. Bon, bref, tout ça pour dire, en fait, il y a 4 points essentiels que je voudrais évoquer avant de passer sur les techniques. Tout d'abord, c'est les origines de l'argent. Il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est pour ça que quelque part, on ne peut pas nécessairement que blâmer. Encore une fois, c'est comme un couteau. Si vous avez un utilisateur et une utilisation qui est malveillante, eh ben, vous pouvez tuer quelqu'un, on est bien d'accord. En revanche, si c'est juste un outil, bah, vous pouvez couper vos aliments, vous pouvez faire de l'artisanat, des habitats, etc. Ça devient positif. Donc, est-ce qu'on doit interdire les couteaux? Non. C'est le même principe pour les religions. Ça dépend de l'utilisation, de la perception, etc. C'est le même principe. En revanche, ce qui est intéressant, c'est les origines de l'argent. Et peu de gens le savent. Il faut savoir que d'ailleurs, tout le commerce, l'écriture, etc., le développement est né grâce, entre guillemets, à cette dynamique. L'écriture chez Sumer au Moyen-Orient, donc c'est-à-dire Mésopotamie, ça date de 3300 avant Jésus-Christ. L'écriture, c'est pour justement, il y a des récoltes et on veut juste ancrer dans la matière, entre guillemets, les récoltes. Il y a du maïs, ça c'est tel, c'est de l'orge, etc. Je mets les quantités, etc. etc. Donc c'était, à la base, c'était une dynamique de comment dirais-je, pécuniaire, mais aussi d'organisation, de comptabilité. Les routes de la soie qui s'échangent le monde, les cultures, etc. Donc, 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle, les routes de la soie antérieures, qui ont été réinitiées dernièrement par les Chinois, mais en 2013, mais disons que ça a 17 ans, 17 000 ans, pardon, 1700 ans, 17 siècles. Voilà, c'est la dynamique de l'univers. Le commerce, c'est à la base l'échange, comme disait Montesquieu, c'est notre devise sociétale. Le commerce, c'est la communication entre les peuples. À l'époque, on avait du papyrus en Égypte, on avait du savon d'Alep en Assyrie, on avait des épices d'Inde, on avait de la porcelaine ou bien des soieries de Chine, et ça s'est changé. Ça s'est changé, ça. Donc à la base, c'était le troc, d'accord? Mais en fait, le troc, la grande limite, et si vous projetez, et peu de gens le voient comme tel, bon, par exemple, j'ai une aptitude. Donc, je n'ai pas forcément de la possession matérielle, j'ai de la possession de service. Donc, j'ai un talent, je suis artisan, par exemple, je suis luthier. Je prends un exemple au hasard. Je suis luthier, ça veut dire quoi? Je fais des violons. Donc, ça, c'est ma capacité, je le fais très bien, c'est magnifique. D'accord? Donc, ça, c'est ma monnaie d'échange. C'est-à-dire que pour manger ce soir, pour acheter ma nourriture, je vais devoir aller voir, je ne sais pas moi, le maraîcher, etc. Je vais dire, écoute maraîcher, je voudrais ça, des tomates, etc. etc. Ok, très bien, bah, tu me payes comment, vu qu'on n'a pas d'argent? Bah, je te paye en service bientôt. Ah bah oui, mais moi, luthier, j'en ai un peu rien à faire parce que je ne fais pas de violon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai pas besoin. Donc en fait, c'était très limitatif. Vous aviez une compétence qui était limitative. C'est comme si chacun avait sa propre monnaie et donc de ses capacités, et donc du coup, ça marchait pas si bien que ça. Et d'ailleurs, il fallait faire intervenir d'autres personnes. Ça veut dire qu'il fallait que je trouve un gars qui avait besoin de mes services de luthier, qui fasse peut-être un autre service à mon maraîcher à ce moment-là, je ne sais pas, un forgeron, etc. Et que ça devenait très très complexe. Et c'était limitatif au final. D'accord? Donc si on le perçoit comme tel, on se dit, bah ouais, mince, c'est vrai. Parce que ça veut dire que bah ouais, j'ai pas un champ aussi ouvert. Donc dès lors qu'on réfléchit comme tel, bon, finalement la monnaie, elle n'est pas si mauvaise en soi. Après, bien entendu, cette notion d'avoir complètement déconnecté la réalité d'une valeur d'un métal ou bien à une illusion d'optique, notamment à travers la valeur réelle manufacturée, c'est-à-dire un papier en gros, et la force que les gens ont d'y croire, avec, bon, ça c'est déconnecté entre, on va dire, la réalité et ensuite, l'économie. L'économie, ou même, pire encore, la bourse, d'accord, qui est vraiment basée sur de la croyance. Bon, les origines, vraiment, le troc. Aussi, deuxième point essentiel que très peu de gens connaissent, c'est notamment ce mot qui est l'usure. Alors, je vais t'avoir l'usure, alors ça n'a rien à voir. Hein. En fait, l'usure, c'est un terme, être usurier.
En fait, c'est un terme qui signifiait faire de l'argent avec de l'argent. C'était je prête de l'argent et j'avais un taux d'intérêt, etc., etc. Et bien ça, regardez, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités du monde entier, ça a toujours été banni et interdit. Pourquoi? Parce que c'était immoral, ça ne créait pas de valeur quelque part. C'était de la pure spéculation, où il fallait que ce soit à des taux assez bas. Je vais vous donner un exemple qui peut-être va vous choquer. Qu'est-ce qu'une banque islamique? C'est quoi? C'est pas du tout finance le terrorisme. Ben, il y en a peut-être que oui, c'est peut-être le cas. Mais à la base, initialement, c'est une banque qui ne fait pas qui n'a pas de taux d'intérêt. Qui ne fait, alors peut-être elle fait de la bidouille maintenant, je ne sais pas, certaines peut-être, mais à l'origine, elle n'avait pas le droit pour respecter cette règle de l'usure. La religion catholique la respectait pendant des siècles, la religion juive également, etc. Puis, petit à petit, à cause de la sociologie, on en est venu à ouvrir cette boîte de Pandore, à accepter, on va dire sur les religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme a été accepté quelque part. Bon, l'islam aussi à d'autres égards, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est intéressant de le voir comme tel. Et alors, on a une autre référence encore historique, bien entendu, c'est cette notion, par exemple, donc c'était tabou pour les catholiques, l'argent, c'était le mal, c'était le diable, c'était le malin, etc., etc. Donc du coup, comment gérer sa fortune, comment gérer, etc., les banques, les orfèvres, etc., etc. Et à contrario, pour des raisons historiques d'obscurantisme, les Juifs la communauté juive du monde entier avait été perçue pour beaucoup comme déicides. Donc ils avaient sacrifié le Christ et c'était responsable, etc., etc., etc. Donc du coup, ils avaient été chassés, bannis. Ils avaient été tolérés dans certains ghettos, en italien, ça voulait dire, c'était des banlieues qui les mettaient à l'écart, en fait, ils les toléraient. Et en fait, ils étaient exclus, ils ne pouvaient pas, à la base, être propriétaires terriens et encore moins travailler la terre. Parce qu'on racontait tellement d'aberrations sur les Juifs ils étaient responsables, c'est le bouc émissaire, hein, de la peste, de polluer les rivières, etc., etc. Donc, ils ne voulaient surtout pas, les obscurantistes catholiques, des institutions notamment, ne voulaient surtout pas que les Juifs touchent la terre. D'accord? Donc, c'est inconcevable qu'ils soient agriculteurs, par exemple. Du coup, les pauvres, ils n'avaient pas grand-chose pour survivre. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui ont été invités à avoir ce recours à l'argent dans les banques, etc., etc., pour faire la gestion, parce que ce n'était pas bien vu par l'Église catholique, et ça arrangeait bien tout le monde, au final. Bon bref, tout ça pour dire que c'est historique ce que je dis, hein. C'est pas du tout un jugement, c'est pas du tout, c'est par pitié, ne m'attaquons pas sur une notion d'antisémitisme par rapport à ça, ce serait complètement scandaleux. Je vous dis par avance, s'il vous plaît, absolument pas, c'est une référence culturelle et historique, surtout. Mais en fait, c'est intéressant, c'est justement cette relation, on va dire, alors judéo-chrétienne, mais surtout catholique, de cette vision de l'argent, entre guillemets, c'est mal. Ce qui a été beaucoup plus réformé, en fait, qui a cassé cette notion d'usure, c'est les protestants. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous le voyez notamment dans les cultures anglo-saxonnes, je ne sais pas, aux États-Unis, en Angleterre et tout, et les gens, ils ont beaucoup moins de problèmes avec l'argent, la réussite, etc. Bon, alors c'est peut-être même un peu too much parfois. Regardez le nombre de dollars qu'on se fait, etc. Vous voyez les Tony Robbins, vous voyez tous ces trucs-là où les mecs, comment faire des millions de dollars et tout, et les mecs, ils ont absolument aucun tabou. Et encore une fois, c'est pas un jugement, hein, alors moi, c'est pas du tout mon délire. Mais ok. Mais les Latins, que ce soit l'Europe du Sud, les Français, ils n'ont pas le même rapport. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est juste objectif. D'accord? Donc, tout ça pour dire que c'est des mémoires culturelles. Après, on verra que c'est aussi des mémoires familiales, mais c'est aussi des références culturelles. Alors, quatrième point que je voulais voir avec vous, l'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie, c'est un pouvoir, c'est indéniable. C'est comme je vous ai dit, c'est un couteau, ça fait tourner le monde, l'économie, la dynamique. C'est aussi ce qui régit, hein. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Non, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ou la guerre, c'est le nerf de l'argent, et ainsi de suite. Beaucoup de guerres, la plupart des guerres sont des quêtes de pouvoir, d'hégémonie,
de ressources, etc., etc. Je veux dire, ça c'est de la géopolitique assez simple. Hein. Je veux dire, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak, etc. Bon, bah, c'est pas des régions anodines, pardon. Ce sont des régions où il y a énormément de ressources à exploiter. Il faut dire la réalité. Encore une fois, ce sont des faits. C'est une analyse géopolitique sans entre guillemets, parti pris quelque part. Donc, bon. Et si vous regardez, il y a toujours la guerre de Syrie, ce sont des orientations, j'en ai beaucoup parlé dans Baraka casser la baraque, dans d'autres ouvrages, récits de voyage. La dynamique avérée, en fait, même du Daesh, etc., ça a été des financements qataris, etc., enfin, moyen-orientaux, européens, etc., aussi, Hollande l'a reconnu, hein. Fabius a reconnu, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, les États-Unis, etc., c'est une réalité, c'est pas du tout, encore une fois, c'est les quotidiens, c'est mainstream, hein, c'est pas... Et en fait, oui, à l'époque, Bachar s'est fait défoncer parce que il avait refusé le pipeline qui devait passer de l'Iran vers la Syrie, avec justement en croisant l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et en fait, à la dernière minute, il a dit bah non, je vais squeezer, et il passait uniquement Iran, il est squeezé Iran, Irak et directement Syrie. Donc il y avait des intérêts derrière. Bon, il faut savoir que dans une guerre, il y a toujours des intérêts financiers, économiques, etc., etc. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que en effet, l'argent, c'est une énergie, c'est un pouvoir. Il y a des gens qui, à terme, là, qui se gaussent, qui se sentent des barons parce qu'ils sont pétés de thunes, je suis désolé de dire ça, qui aiment rincer, qui aiment s'acheter, j'en sais rien moi, des bagnoles, des limites des femmes trophées, etc. Et puis ils sont fiers de ça. Bon bref, ça c'est une philosophie, encore une fois, chacun fait et évolue comme il le veut et peut, mais dès lors que ça n'a pas d'impact sur les autres, bon, pourquoi pas, mais en l'occurrence souvent ça en a. Euh, En fait, les États-Unis ont pour devise In God we trust, en Dieu nous croyons. J'aime à dire, un peu par provocation qui permet de provoquer, de faire des réactions, en fait, de lucidité. Je pense que la devise mondiale actuelle, il n'y a même plus de cliché occidental, oriental, vu que le monde est dans cette hégémonie, à part d'illustres pays, hein, on va dire Turkménistan peut-être, le Bélarus et la Corée du Nord. Hormis ça, même Cuba est passé sous le joug occidental, la Chine, etc. Ce sont que des pays dont l'économie est occidentale, désormais moderne occidentale. Bref, tout ça pour dire, par provoque, j'aime à dire, depuis longtemps, in gold we trust. Dans l'or, sous-entendu, dans l'argent, nous croyons. C'est véritablement devenu un nouveau culte. Je vous ai dit, moi, j'ai vécu des années dans un pays pour lequel c'est véritablement la devise. La religion a complètement, les croyances ont complètement été dézinguées des années durant. Donc, alors, il y a des cultes qui reviennent, il y en a beaucoup qui ne croient absolument à rien, si ce n'est dans Hello Kitty, dans l'industrie du luxe et dans le paraître et dans la consommation. Et, entre guillemets, après, rien du tout. C'est vraiment, entre guillemets, une compensation. Alors là, ça devient intéressant, c'est qu'en en fait, il y a un lien très étroit entre l'argent, je dis que c'est une énergie, et la dimension, c'est pour ça qu'on verra ensuite l'hypersensibilité, en fait, ce sont des énergies et c'est souvent lié à l'émotion et à l'affection. Beaucoup de gens, vous regarderez, des gens qui sont dans la boulimie de la thune, de l'argent, excusez-moi, ça peut être des gens qui en ont manqué, ce qui est possible, hein, ont été très précaires, etc. Donc ça se comprend. Des pays aussi, hein, les pays anciennement du bloc de l'Est ont quand même beaucoup plus la Chine. On peut comprendre aussi qu'ils sont dans une volonté de rattraper leur retard parce que c'était crève-misère jusqu'encore 2001 quand ils rejoignent l'Organisation mondiale du commerce, d'accord? Donc, entre guillemets, c'est une sorte, c'est comme si vous brimiez un gamin et sur le campus, c'est un peu la fête et voilà, il s'envoie en l'air, il fait n'importe quoi, il picole tous les soirs, il bouffe que de la junk food, etc., etc. C'est un peu le même délire. Donc, mais c'est une énergie alors,
étatique, mais culturel et aussi individuel. C'est-à-dire qu'en fait, bon nombre de personnes, donc ça peut être dû à un manque, mais aussi ça peut être dû à un manque affectif. Du coup, un manque du père, un manque de la mère, et donc du coup, il va avoir une espèce de besoin, enfin, ça va être une notion de reconnaissance à travers l'argent, où on va tenter de se remplir à travers ça en fait. Et vous l'avez notamment, alors sans rentrer dans des extrêmes bien entendu, mais vous l'avez, c'est assez communément admis, où ah bah, j'ai un petit coup de blues, bah, ah, je suis allé faire le shopping et ah, je suis rentré, j'ai bien fait chauffer la carte bleue, je me sens mieux. Et j'ai acheté deux, trois trucs, et puis etc. Et en fait, il y a un lien très étroit entre, j'insiste, l'argent, enfin l'argent, la dépense, etc., la possession, être possédé par la possession, c'est encore une autre histoire, mais et la dimension affective, qui est souvent un manque affectif de l'enfance, etc., l'enfant intérieur, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant de le percevoir aussi comme tel. Alors, venons-en à quelques techniques. Alors, je vous invite à définir les mots, une sorte de brainstorming, mais en gros, vous posez et posez la vidéo et vous marquez vraiment tous les mots que vous associez à argent. Ok, positif, négatif, d'accord. Vous faites une liste vraiment spontanée, sans fil, sans rien, principe de brainstorming, et ensuite vous analysez. Vous analysez un petit peu, vous essayez de remettre en ordre avec des grappes, etc. Et vous regardez, éventuellement, vous le scindez en deux avec on va dire les mots positifs et les mots négatifs. Et de là, vous regardez un petit peu quelle est votre proportion. Et vous allez en définir, pour vous, est-ce que l'argent, vous pouvez avoir déjà un avis par rapport à ça, mais est-ce que pour vous, l'argent, c'est quelque chose plutôt, alors à 55, 45, on va dire c'est à peu près équilibré. Ça peut être, vous allez être à 70% des mots négatifs par rapport à l'argent, et donc là, ça veut dire que vous êtes en conflit avec l'argent. Ou bien, non, bah, au contraire, je vous dis, en Chine ou aux États-Unis, il n'y a pas de tabou. Moi, je sais qu'en Chine, mes étudiants, au départ, c'est un peu perturbant. Quand j'ai eu des classes uniquement de chinois en secondaire, donc c'est des MBA, hein, ce sont des bac plus 5, etc. Je leur demande leur raison d'être. Autant les Européens, les Occidentaux, ça va être que à 90% être heureux, etc. Et là, ça fait plaisir, machin. Et eux, ils vont répondre directement faire de l'argent. Mais vraiment, c'est pour eux, c'est assez logique, quoi. C'est faire de l'argent. Et en fait, il y a moins ce tabou, même dans les pays anglo-saxons, je me répète. Alors, encore une fois, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans l'analyse, là. Tenter d'être objectif. Alors, ça, je vous invite à faire ce travail. La deuxième technique, je vous invite également à visualiser, de chercher parmi votre environnement, depuis votre naissance, de penser à des gens qui ont des moyens, qui sont, on va dire, aisés, alors pas dire multimilliardaires nécessairement, hein, mais qui ont de l'argent, voilà, aisés. D'accord. Et de là, enfin, pardon, des gens aisés et en même temps des gens bien. Oui, il y en a. Voilà. Et de vous dire, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien avec cet argent. Et il y en a tous, on a tous des exemples, je pense, des gens qui ont contribué à faire des choses réelles, concrètes, etc., qui avaient un bon cœur, qui partageaient, etc., etc. Bon, je vous invite à réfléchir, c'est important. Troisième technique, exactement la même chose, sauf que vous le faites avec des gens que vous ne connaissez pas nécessairement. C'est-à-dire, ça peut être des stars, ça peut être voilà, des gens, même pourquoi pas du show business, hein, ça peut être, peu importe, mais c'est des gens où vous vous dites, bon, bah écoute, je sais pas, ça peut être vraiment même un footballeur où vous dites, oui, taper dans un ballon, c'est énorme, c'est tout ce qui gagne et tout. Bon, encore une fois, ils ne vont pas faire ça pendant toute leur vie, c'est un sacrifice d'une vie, ils n'ont pas de jeunesse, même, enfin, c'est même plus pas qu'une jeunesse, c'est parce qu'en général, ils finissent leur carrière à 35-40 ans. Donc, et c'est un sacrifice extrême, hein, de toute façon. Donc voilà, et puis en même temps, on peut aussi le faire. Hein. Enfin, on peut le faire. Je vous invite à le faire si d'aventure vous pensez que vous êtes capable. Il y a quand même beaucoup d'appelés, pas beaucoup d'élus hein, au niveau des performances. Mais bon, on peut en discuter, c'est évident. Hein, c'est beaucoup d'argent comparé, c'est parfois indécent, on est bien d'accord. Les sponsors, tout ce que ça génère derrière, oui, c'est une pompe à fric et ça peut faire gerber certains. On peut le concevoir complètement. Hein, comparé aux pauvres laborieux, besogneux qui se fait chier tous les matins à se lever à 4 heures pour aller à l'usine, à une fonderie, etc. On est complètement d'accord. D'accord. Mais cela étant, toujours dans ce truc où
là, on est dans ce cas de figure, on est à chercher des gens qui font aussi des belles choses à travers leur réussite financière. Voilà, essayez de visualiser ça. Alors, quatrième technique, je vous invite à réfléchir sur cette grande citation hautement philosophique qui est une réalité, hein, issue d'une télé-réalité en Chine et qui est la suivante. Je préfère pleurer dans ta BM, donc sous-entendu la grosse voiture de luxe, dans ta BM que d'être heureuse sur ton vélo. Je la répète parce qu'elle est très forte. Je préfère pleurer dans ta BM, ok, désolé pour la marque, plutôt que d'être heureuse sur ton vélo. C'est une réalité, hein, c'est ce qui a été dit dans une télé-réalité qui avait fait le buzz à l'époque en Chine. Et en fait, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire, en gros, je préfère être malheureuse mais avoir plein de thunes que de vivre chichement et être heureuse. Et là, on vient vraiment une grosse claque dans la tête. Alors, je ne veux pas vous influencer, mais du qualitatif et du quantitatif. Encore une fois, et vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même plus facile d'être heureux quand on a de l'argent et des moyens. On est bien d'accord. Après, on va avoir un autre extrême. Regardez la plupart des stars, je ne dirais pas que tous, hein, mais il y en a une grande partie, plus de la majorité, de la moitié, pardon, qui sont névrotiques. Ils ont tout. Toutes les meilleures, les villas, les voitures, les machins, les marques, les habits, toutes les femmes, tous les hommes, tout ce qu'ils veulent, les drogues, les machins. Et la plupart du temps, ils ne sont pas heureux. D'accord? Donc, voilà. Et en fait, quand on voit qu'une société pousse les gens systématiquement à devenir la nouvelle star et machin, et tous ces trucs-là, en général, en plus, on vous prend, on vous pressurise, on vous dégage au bout de 10 secondes, enfin, de quelques années. Ouais, est-ce qu'on a envie de devenir ça? Une star? Est-ce que vous avez déjà posé la question de ce que c'est que d'être une star? Donc ça, par exemple, tout à l'heure, je retrouvais un copain, on va faire un dîner sur la plage. Imaginez, je suis connu. Ça veut dire que toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un, gentiment, hein, qui va venir nous dire « Ah, je peux prendre un selfie avec vous ?» Oui, ok, pas de souci. 1, 2, 3, 10, 15. Puis à un moment, mon pote, il va se dire « Bon, t'es bien gentil, mais la prochaine fois, tu mets des lunettes noires ou tu te caches parce que franchement, c'est relou, là, on ne peut pas discuter profondément. » Vous voyez? Projetez-vous à ça. Qu'est-ce que ça doit être chiant, mais depuis que je suis gamin, je me dis tout le temps « Mais putain, mais être star, mais c'est atroce, c'est horrible. D'être connu, ça doit être mais relou, quoi. Vraiment. » Et bref, tout ça pour dire, oui, on nous aseptise avec des fausses idoles ou des fausses icônes à devenir, mais en même temps, est-ce qu'on a envie de devenir ça? C'est ça qui est intéressant, de se reprojeter à ça, notre éducation, nos futurs enfants, etc. etc. Est-ce qu'on veut qu'ils deviennent ça? Bon, est-ce qu'ils ont envie de devenir ça? Je ne sais pas, c'est pas il faut ceci ou il faut cela, mais il faut se poser des questions en tout cas. Alors, je vous invite à méditer quand même sur cette grande phrase philosophique. Alors, cinquième technique, je vais vous inviter à justement mettre dans un ordre hiérarchie. Je vous avais déjà demandé de le faire sur le qualitatif et le quantitatif. Peut-être il y a des gens qui viennent uniquement sur cette vidéo, donc on va le refaire parce que c'est toujours intéressant. Je vous invite à faire par ordre, le premier, deuxième, troisième. Vous devez les classer tous, il y en a 12. 1, donc c'est les critères et c'est quoi le plus important pour vous. Le deuxième le plus important, troisième le plus important, et ainsi de suite. 1, être épanoui, être en harmonie en gros. 2, être en bonne santé. 3, avoir une famille. 4, avoir de l'argent. 5, satisfaire vos rêves. 6, être utile. 7, avoir du sens dans la vie, un sens à votre vie. 8, avoir beaucoup d'amis. 9, être intégré aux autres, communautés, etc. 10, être reconnu. 11, être aimé. Et 12, être aimé. Ça sous-entend que vous allez devoir jongler avec tout ça, hein, bien entendu. Mais pour vous, est-ce que c'est plus important d'émettre de l'amour, d'aimer ou bien de recevoir l'amour? C'est ça que ça veut dire. Donc ça va être des ordres d'importance. Il y en a peut-être qui vont mettre directement l'argent, il y en a d'autres qui vont mettre la santé, j'en sais rien. Ça, c'est libre à chacun, je ne vais pas aller voir derrière vous. C'est juste pour que vous posiez vos essentiels, vos basiques, vos piliers. En fait, voilà, c'est pas bien ou pas bien, c'est juste votre vie. Encore une fois, on est dans ce schéma de ne pas faire les choses pour les autres, pour la famille, les éducations, etc., mais pour vous-même, encore une fois. Définissez le salaire sixième, le salaire idéal que vous souhaiteriez. D'accord, vous avez une baguette magique, c'est quoi votre salaire? Mettez un chiffre. C'est quoi le salaire qui vraiment
Voilà, c'est un chèque en blanc que je vous fais, idéalement. Alors évidemment, le but c'est pas d'abuser, hein. Mettez pas 1 million par mois, etc. parce que j'adore les yachts, etc. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un yacht? C'est ça la question. Parce qu'elle est... Non, vraiment un truc rationnel. Repensez à ce buffet, cette abondance. Est-ce que j'ai besoin de 4 assiettes pour manger? Non. Je n'ai pas besoin de 4 assiettes, je ne les finirai pas, c'est du gâchis. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un million? On ne parle pas de donner, hein, de ah ben non, mais je vais juste utiliser, j'en sais rien, 5 000 euros et puis le reste, je vais le donner en fondation. C'est pas ça. C'est vraiment uniquement pour vous. On ne parle pas de la notion de don pour l'instant. Vraiment, j'insiste. Alors, septième, définir le salaire idéal pour les autres. Alors, visualisez des gens et dites-vous, ah bah tiens, je pense que pour lui, il aurait besoin de ça à elle, etc. Alors c'est un travail qui prend du temps un petit peu. Et vous allez me dire, mais qui je suis pour... C'est juste un jeu. Hein. C'est pas en soi, c'est évidemment pour vous considérer par rapport aux autres. C'est ça en fait l'idée. Alors, 8, on vous donne un trésor infini, d'accord. Comment vous allouez ces richesses, d'accord, par ordre d'importance. Vous en faites quoi de cette planche à billets, en quelque sorte, de cette richesse, de ce trésor? Vous en faites quoi concrètement demain? Comment vous l'allouez? C'est infini, hein, donc quasiment. Alors vous allez me dire, bah, j'en donne à tout le monde. Ouais, enfin, je suis pas tout à fait sûr que si vous donnez, vous ouvrez un barrage à quelqu'un qui a soif et pouf, ils se prennent tout, ce soit très bon pour sa santé. Il risque de ne pas durer plus de, en 1 minute, il va mourir, d'accord. Donc je suis pas tout à fait sûr que c'est aider des gens de donner 1 milliard, par exemple. Hein, c'est juste une opinion. Mais je vous invite vraiment à faire ce jeu. Alors 9, c'est de visualiser, vraiment, mais plus que 2 minutes, penser pendant moins une semaine, qu'est-ce que ce serait, comment c'est possible, est-ce que c'est possible, un monde sans argent? Ouais, un monde où il n'y a pas d'argent. Il y a juste un échange de bons procédés. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible localement, au sein d'une petite communauté, au sein d'une famille, au sein de, je ne sais pas, d'une contrée, d'une province? Réfléchissez à l'échelle d'un pays, à l'échelle, j'en sais rien, d'un continent, à l'échelle d'une... ça existe, il y a des communautés qui se sont mises en place. Je vous invite juste intellectuellement à vous projeter là-dedans et de voir un petit peu, pourquoi pas faire des recherches sur ce qui existe déjà. Et puis voilà, je vous invite vraiment à cogiter là-dessus. Alors, je vous invite à établir, si ce n'est pas déjà fait, un budget, votre budget, parce que souvent on dépense un petit peu, on a tendance certains à être des paniers percés, et juste de faire des petits systèmes Excel ou autres, ou sur papier, d'avoir des comptes. Bah, c'est très simple, hein, une comptabilité, hein, c'est je gagne tant par mois, je reçois combien, j'ai besoin de quand de coûts fixes, hein, est-ce que j'ai un loyer à payer ou pas, ou je suis propriétaire, est-ce que j'ai des coûts, machin, etc. Comment l'argent elle part en fait? Comment en fait de voir la ventilation du vent, non mais la ventilation de voir où c'est affecté en fait, où c'est alloué. Et de voir un petit peu si vous arrivez à mettre un pécule de côté et de faire entre guillemets une cagnotte rêve. Un rêve, ça peut être quoi? Ça peut être, je sais pas, vous dites, bah, quand ce sera une bonne période, je vais voyager, j'en sais rien, je vais aller voir, ou je sais pas, je vais faire n'importe quoi, une formation, ou je rêvais, je dis n'importe quoi, hein, je vous dis, faire l'Institut Monroe aux États-Unis, en Virginie, pour la sortie de corps. Ça coûte un budget, hein, c'est bien 5 000 euros, hein, j'imagine, tout l'aller-retour avec tout. Bon, genre de truc, par exemple, je sais pas, n'importe quel délire où vous dites, ah bah j'ai toujours rêvé de, je sais pas, de vous faire un cadeau, un investissement, j'en sais rien, de vous acheter un petit lopin de terre où vous allez pouvoir faire de la permaculture ou avoir un petit truc, etc. Un genre de truc. Et vous dites, bah j'ai besoin de combien je peux épargner, etc. Mais vraiment, c'est intéressant en fait de voir, de visualiser comment c'est organisé votre relation à l'argent et comment ça va, ça vient, ça rentre, ça sort, etc. etc. Ensuite, 11e technique, c'est la technique de visualisation. Alors là, je vous réfère à la clé 35, qui est le reparamétrage, sur lequel je vous invite à faire ce reparamétrage d'hypnose, d'auto-hypnose, avec votre enregistrement. Et puis, ça peut aussi être de la reprogrammation en fonction de vous. Moi, je vais vous donner un parmi tant d'autres, mais avec cette idée, et si elle vibre bien entendu en vous, à savoir, l'argent est un bel outil permettant d'accomplir de belles choses en fonction de l'utilisateur dans le respect de la vie.
Voilà, je pense que ça, c'est être en paix. Voilà, c'est ma vision, vous l'ajustez comme vous voulez, mais c'est important de faire cet exercice pour justement devenir davantage en paix. Alors ensuite, 12e, qui est l'exercice toujours de visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est trois choses, enfin deux. 2-1, comme le dit le verset 106 de la Bible, ou aussi Bouddha, ce que tu penses, tu l'attires, etc. En gros, c'est quoi? C'est visualiser, donc dans votre esprit, dans votre tête, vous le conscientisez, vous avez les images, un maximum de détails, vous le ressentez dans votre cœur et aussi dans tout votre être, dans tous vos sens, comme si c'était déjà présent, déjà réalisé, et dans la gratitude de yes, merci, 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 je suis déjà à ce niveau de vibration. D'accord? C'est ça la visualisation. Donc du coup, je vous invite à le faire sur une notion d'abondance. Encore une fois, ne me faites pas le procès, je ne suis pas du tout dans cette notion de... On n'est pas dans le faste, on n'est pas dans le trop, on n'est pas dans l'opulence, on n'est pas... C'est vraiment la vibration avec vos valeurs. Je ne suis pas du tout, j'en ai déjà parlé, je pense qu'on peut être à l'aise là-dessus. Je ne suis pas dans le délire, le film Le Secret, The Secret en anglais. Comment avoir la super villa et la bagnole de ouf, etc. C'est pas mon délire. Encore une fois, je respecte ceux qui ont besoin qui ont des rêves matérialistes, ça peut arriver. Il n'y a pas de honte, hein. J'ai pas de voiture, je n'ai pas de moto, j'ai rien. Je respecte ceux qui adorent les bagnoles. À un moment, c'est aussi, mettez-moi dans une belle bagnole, je vais adorer. Waouh, c'est un avion, ouais, c'est génial. Tel truc en cuir, oh, t'es trop bien et tout, un petit chauffage et tout. C'est génial. Je dis pas. C'est pas mon délire, ok? J'ai pas de trucs d'ordinateur. Bon, c'est vrai que quand j'en vois c'est génial, c'est génial. Il n'y a pas à dire. Encore une fois, c'est pas. Je suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste en fait d'être bon. Dans cette idée, le secret a été bien pour révéler, entre guillemets, remettre une louche de la co-création, c'est bien. Mais après, encore une fois, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, spiritualité sans conscience n'est que ruine de l'âme aussi, hein. Il y a un moment, il faut aussi mettre de l'éthique, de la morale. Si le but de la spiritualité, c'est faire de l'alchimie, faire de l'or, etc., à mon sens, on s'est perdu. D'accord? Donc, il y a un entre-deux. C'est toujours intéressant de co-créer aussi dans ce sens d'abondance, mais je me répète volontairement, c'est comme un buffet. Il n'y a pas besoin de bouffer comme une vache 10 assiettes et 10 fois par jour. Voilà, encore une fois, c'est dans le bon dosage de la vie, de la voie du milieu. Alors, quelques conseils. Faites une introspection pour savoir d'où viennent vos croyances par rapport à l'argent. Votre relation, on a fait un diagnostic, mais ensuite, dites-vous d'où ça vient. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas, un manque de votre famille, de vos parents, un manque, papa disait toujours, ah, vous n'aviez pas beaucoup d'argent et c'est les vendus, c'est salauds, les riches et tout. Est-ce que c'est une vision comme ça? Est-ce que ça émane, c'est plus loin? Est-ce que c'est vos grands-parents, vos aïeux? Peut-être, ça peut être des mémoires familiales hein, que vous n'avez pas connues. Moi, je vous ai déjà témoigné, je pense. Mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, il est décédé quand je suis né, en 1980. Il avait conservé en lui une peur, il avait tout perdu. Il avait tout perdu relativement jeune et ça avait traumatisé. Du coup, ça avait été un staccanavis du boulot. Il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hérité ça. J'ai jamais connu ce monsieur, hein. Pas son âme, mais voilà, je ne l'ai jamais connu. Mais j'ai hérité son truc. C'est-à-dire que personne, mes parents ne m'ont jamais foutu la pression à l'école, etc. Mais je me mettais toujours un truc c'était pas pour réussir par rapport aux autres, briller, etc. Ma soeur était beaucoup plus talentueuse que moi à l'école, etc. Mais je sais pas, j'avais toujours comme une volonté un peu comme un écureuil, si vous voulez. Encore une fois, c'était pas du tout accumuler les biens, la richesse. C'était juste, en fait, c'était plus de sécuriser en fait un truc. Et ça émanait de mon arrière-grand-père. Donc je vous invite à réfléchir là-dessus, à discuter en famille, etc., de voir un petit peu ses origines, d'où ça pourrait venir, etc. C'est important, pourquoi? Parce que les processus thérapeutiques, émotionnels, que ce soit votre vie, vos traumas, ou familiaux ou même karmiques, en général, c'est quand on pressurise que l'on arrive. Alors, ça fait une petite douleur, c'est comme un massage, un cétonique chinois. Ça fait mal, mais en même temps, ah putain, ça. Ah, oh, ah tiens, ça va mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça détend en fait, finalement. Ça dénerve, ça décharge l'émotion, la teneur émotionnelle et énergétique. Deuxième, je vous invite, c'est
c'est une invitation, une suggestion à être en paix avec l'argent. Parce que ça permet d'être en harmonie, c'est-à-dire déjà l'attirer, en avoir, encore une fois, je ne pense pas que ce soit négatif en soi. Vous pouvez être aussi riche à d'autres égards, hein. L'un ne va pas sans l'autre, c'est pas parce que vous pouvez être riche de valeur, de faire des belles choses et puis avoir de l'argent, c'est pas encore une fois. Dès lors que vous partagez aussi, voilà, c'est aussi c'est concret. Encore une fois, je me répète, c'est comme un couteau. Visualisez ce dont vous avez besoin sans nécessairement être obligé d'en abuser, bien entendu. Voilà, j'espère que ça va vous permettre de réfléchir, cogiter. Je vous invite à dormir et à cogiter sur ces différents éléments. Une fois de plus, il s'agit d'une clé parmi tant d'autres. À vous de façonner le passe-partout des portes de la conscience. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!